Pour ce chapitre 6, nous allons aborder la notion de tableau à taille constante. Alors dans un premier temps, on va voir un exemple, puis on va voir comment déclarer, initialiser un tableau. Enfin, en 3, nous allons voir comment faire de la lecture, de l'écriture dans un tableau. Donc à partir de là, déjà, on aura, avec 1, 2, 3, les éléments suffisants pour manipuler un tableau. Mais on va quand même aller un peu plus loin. On va voir comment déclarer des constantes avec la directive de préprocesseur define, yes define. On va voir comment passer un tableau comme argument d'une fonction et les spécificités que cela implique. En 6, nous allons voir donc les grands classiques en fait des exercices types issus des tableaux. Donc, par exemple, la somme d'un tableau, rechercher le plus petit élément d'un tableau, rechercher le plus grand élément d'un tableau. Globalement, les grands classiques, ce sont des exercices qui se retrouvent très souvent en examen, puisque l'évaluation est vraiment pertinente à faire sur ce genre d'exercice. Et en 7, pour finir, nous allons avoir les tableaux à deux dimensions, donc qui sont des notions un peu plus avancées pour ce chapitre. Alors attention, les tableaux à taille constante, c'est quelque chose de tout à fait différent des listes en Python. Ok, les tableaux en C, c'est quelque chose de un peu à part par rapport aux autres langages de programmation. Si vous avez fait du Python ou autre langage du genre, le fonctionnement est tout à fait différent. Le point commun quand même, c'est ce qui est indiqué en bas, c'est l'utilisation des crochets. Pour illustrer la notion de tableau, on va partir d'un exemple qui est un inventaire de produits. Je vais vous montrer son fonctionnement juste tout de suite. Alors ça permet de gérer les prix de 5 produits, notamment on va pouvoir initialiser les prix, modifier un prix, connaître le prix maximum, connaître la somme totale de tous les produits et afficher le prix de chaque produit. En fait, on va stocker les prix de ces 5 produits dans un tableau. Alors regardons tout de suite ce que ça donne. Donc vous avez en haut le code source, alors que pour l'instant, volontairement, je ne détaille pas plus que ça, puisqu'on n'a pas encore vu comment fonctionnent les tableaux, donc ça serait un peu trop anticipé. Par contre, je peux vous montrer son fonctionnement. Donc c'est plutôt sur la partie basse de l'écran. Là, je lance le programme. Alors initialement, il me donne des valeurs un peu incohérentes là dans- pour mes produits. C'est parce que les cases sont pas initialisées. Bon, c'est pas très grave. Alors, ça va de 0 à 4, donc j'ai bien 5 éléments dans mon tableau de produits. Et je vais donner des prix, disons un petit peu arbitraires là, sur mes produits. Voilà. Donc j'ai rentré 1 pour le premier produit, 2.3 pour le deuxième produit, puis 3, puis 4, puis 5. Et puis un menu s'affiche et je peux choisir un certain nombre de choses. Alors notamment, je pourrais par exemple afficher le tableau des prix pour vérifier ce que j'ai bien rentré. Ok, tout va bien. Je pourrais connaître le prix maximum. Le prix maximum est 5. Je pourrais connaître le total de tous les produits, ce qui nous fait 15.3, et ainsi de suite. Donc c'est sur ce programme que nous allons illustrer les tableaux. En pseudocode, voilà ce que donnerait notre algorithme. Donc pour initialiser les prix, on devrait d'abord déjà créer un tableau qu'on appellera tabPrix de taille 5, donc c'est-à-dire qu'il aura 5 cases ce tableau. Ensuite, on aura besoin d'une boucle for pour i allant de 0 à 4. Je rappelle que les indices de tableau commencent à 0 en C. On va, pour chaque case du coup du tableau, on va demander un prix et stocker la réponse dans tabPrix de i. Et puis à la fin, on affiche merci, puis éventuellement, on afficherait le menu. Alors en C, pour initialiser les prix, ça se passerait de la manière suivante. Donc nous avons notre algorithme en pseudocode à gauche, et à droite, nous avons l'équivalent en C. Alors, première ligne importante, on crée un tableau de 5 cases. Un tableau de type flottant de 5 cases. Alors, on écrit float, donc vous remarquez comme pour une variable normale, donc ça veut dire que notre variable va être de type flottante, mais notre variable va pas être juste par exemple comme prix, ça va être un petit peu particulier. Cette variable, ça va être en fait un tableau
qui va comporter 5 cases. Donc on fait ça à l'aide des crochets. Crochet 5, ça veut dire que tab prix, c'est un tableau de nombres flottants composé de 5 cases. Donc après, bon, on a notre variable prix pour récupérer le prix saisi par l'utilisateur, notre indice de boucle, notre boucle qui va de 0 à 4 inclus. Et à chaque tour de boucle, on va demander le prix du produit I. On va faire un scanf pour récupérer la saisie de l'utilisateur. Et là, deuxième ligne importante dans ce code, qui est nouvelle pour nous, on va stocker le prix saisi par l'utilisateur dans la case I du tableau. Alors, comme toujours, l'opérateur d'affectation, ça se lit de la droite vers la gauche. Donc, prix, je le stocke dans quoi? Dans tab prix de I. Et tab prix de I, en fait, ça accède à la case I de mon tableau. Donc, ça veut dire que au premier tour de boucle, dans tab prix de 0, je vais mettre le prix qui est décidé par l'utilisateur. Au deuxième tour de boucle, ça sera tab prix de 1 et ainsi de suite. Enfin, on sort de la boucle et on affiche merci. Comme n'importe quelle variable, donc les tableaux, ça doit être déclaré avant d'être utilisé, évidemment. Alors toutes les cases d'un tableau doivent être du même type. Pour l'instant, nous, ce qu'on voit comme type de tableau, on ne peut pas avoir des tableaux mixtes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un tableau qui va contenir et des variables entières et des variables flottantes, par exemple. Ensuite, nous, on va s'intéresser uniquement, pour l'instant, à des tableaux dont on connaît la taille au moment de l'écriture du code source. Alors cette notion est extrêmement importante pour nous pour l'instant. Donc quand on connaît la taille au moment de l'écriture du code source, ça veut dire qu'on connaît la taille avant l'exécution du programme. Okay, donc c'est pas l'utilisateur qui va choisir la taille des tableaux, c'est le programmeur, donc c'est nous. Et pour déclarer un tableau, de manière générale, ça va se passer comme ça. Ici, ça sera le type des cases, donc par exemple float, int. Là, ça sera le nom du tableau, et entre crochets, la taille qui sera une constante. Alors j'insiste là-dessus, ça doit être une constante et non pas issu d'un nombre saisi par l'utilisateur. Donc par exemple 10 ou 3. Alors techniquement dans la RAM, les cases d'un tableau en fait sont stockées les unes à la suite des autres dans la mémoire, c'est-à-dire que ça va être vraiment stocké de manière contiguë dans la mémoire de l'ordinateur. Et comme pour une variable, donc la déclaration d'un tableau, en fait, ça sert tout simplement à réserver l'espace mémoire qui sera lié à un nom. Et le nom, ça sera évidemment le nom de notre tableau. Donc le fonctionnement est exactement le même que pour une variable classique, si ce n'est que il y a une histoire quand même pour les tableaux de cases qui sont réservées les unes à la suite des autres. Donc si vous voulez, une autre manière de voir ça, c'est qu'un tableau par exemple de 5 cases, c'est comme si on avait réservé 5 variables entières différentes, mais qui sont stockées les unes à la suite des autres dans la mémoire. Alors je rappelle que pour nous, nos tableaux vont, pour l'instant, ils vont toujours être de taille constante. C'est-à-dire que c'est pas l'utilisateur qui va choisir la taille du tableau. Alors un exemple pour illustrer ça, imaginons qu'on ait un entier n et pour lequel sa valeur de cet entier serait saisie par l'utilisateur à la suite d'un scanf. On aurait envie de faire ça en C. Int t crochet n, c'est-à-dire que je vais créer un tableau de taille n et c'est l'utilisateur qui va choisir la taille du tableau. Alors pour nous pour l'instant, on va dire que c'est interdit d'utiliser une variable pour désigner la taille d'un tableau que l'on déclare. Alors on verra comment contourner ça, alors un petit peu avec la directive de préprocesseur, puis en fait on verra comment faire ça plus tard proprement au chapitre sur les pointeurs, c'est-à-dire on va vraiment avoir des tableaux de taille, ce qu'on appelle dynamique. Alors en fait techniquement, c'est pas complètement vrai ici ce qui est écrit, puisque selon si vous avez une version récente de GCC, il va comprendre ça et il va compiler et puis il va donner le fonctionnement attendu. Alors, en fait, quand GCC fait ça avec les versions récentes, là, il déguise un petit peu un certain nombre de choses et d'un point de vue pédagogique, nous, on va se dire que c'est interdit. Pour l'instant, on va rester sur des tableaux à taille constante. Un point important, si on sait juste que T est un tableau, alors d'entier par exemple, on ne peut pas connaître sa taille. Alors il y a un petit cas particulier où c'est pas vrai, on pourrait connaître sa taille, mais de manière générale, cette méthode ne serait pas fiable. Donc on va partir du principe qu'on ne peut pas connaître sa taille. En particulier, quand on passe un tableau T en paramètre d'une fonction, il faudra toujours penser à fournir également la taille du tableau comme paramètre supplémentaire qui nous indiquera du coup combien de cases
il y aura dans le tableau. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accéder simplement à toutes les cases et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un paramètre supplémentaire pour connaître le nombre de cases du tableau? Eh bien, en fait, la variable t, donc ce qui serait passé en paramètre d'une fonction, c'est seulement lié à la première case du tableau. Et donc, comme les cases sont les suites à la suite des autres, on peut accéder à la case suivante si elle existe, mais par contre, on ne sait pas où est-ce qu'on devrait s'arrêter. C'est pour ça qu'on devra fournir un paramètre supplémentaire qui nous donnera exactement le nombre de cases dans le tableau. Comme pour les variables, on peut et créer un tableau et en même temps l'initialiser. Alors ça se fait grâce aux accolades, de la manière suivante. Par exemple, si vous voulez déclarer un tableau d'entier de 4 cases et que vous voulez spécifier ces 4 cases à sa création, on fera la chose suivante, égale, accolade ouvrante, les valeurs séparées par des virgules, accolade fermante, point virgule. Alors si on met moins de valeurs que de cases dans le tableau, les valeurs sont affectées aux premières cases. Donc par exemple, si vous mettez 5 et 2, ce qu'on a ici en exemple, si vous mettez 5 et 2, et puis rien derrière, les cases suivantes sont remplies de 0. Un autre exemple, si vous mettez juste accolade 1, la première case sera à 1 et les autres cases à 0. Si on n'initialise pas le tableau en même temps que sa déclaration, il faudra affecter une valeur à chaque case manuellement. Alors la syntaxe de l'affectation, on l'a vu un petit peu précédemment. C'est le nom du tableau, crochet le numéro de la case, et c'est bien le numéro de la case en sachant que la première case c'est la case 0. Donc on pourrait très bien faire tab de 0 comme dans l'exemple ici. Donc la première case, ça serait 0, n'oubliez pas ça. Donc tab, crochet numéro case, égale la valeur qu'on veut mettre dans la case numéro case. Exemple d'affectation, si on veut mettre la valeur 4 dans la première case du tableau tab, on ferait tab de 0, donc tab crochet 0 même précisément, égale 4. Point virgule. Si on veut mettre ça dans la case numéro 3, qui serait en fait la quatrième case, on mettrait tab de 3 égale moins 2. Alors imaginons que nous ayons un très grand tableau et qu'on veut initialiser toutes les cases d'un tableau sans passer par le égal accolade d'une manière spécifique, comme indiqué dans cet exemple. Alors heureusement, on a accès aux boucles for, puisque c'était dans les chapitres précédents, et ça va bien nous aider pour les tableaux. Là, vous avez un tableau d'entier de 5 cases, donc on déclare notre variable de boucle, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle for de 0 à 4 compris, donc for i égale 0, i strictement inférieur à 5, i++, et pour chaque case de i, on va mettre la valeur de 2 fois i, ce qui va nous donner ce résultat-là. Alors j'insiste un tout petit peu sur cette boucle for qui est pour nous extrêmement standard, il faut absolument savoir faire. Alors pourquoi est-ce qu'elle est standard? Parce que c'est une boucle for qui va parcourir un tableau de tant de cases. Donc là en l'occurrence 5 cases. Et regardez sa structure de sa boucle for, elle est extrêmement simple à retenir. C'est for i égale 0, i strictement inférieur à la taille du tableau, i++. Et ça va parcourir correctement votre tableau de la première case à sa dernière. Nous avons vu comment écrire dans un tableau. On peut évidemment aussi lire dans un tableau. Donc pour accéder à la valeur d'une case du tableau, on va utiliser la syntaxe suivante. Nom tableau, crochet, numéro case. Donc imaginons que nous ayons toujours le même tableau comme indiqué précédemment, avec cette structure-là. Donc la première case a la valeur 0, puis 2, 4, 6 et 8. Ici nous avons un entier B et on veut utiliser notre tableau pour donner une valeur spécifique à notre entier B, notre variable B. On va pouvoir faire la chose suivante. On va pouvoir lire dans notre tableau, lire les valeurs pour donner finalement une valeur à B. On va pouvoir faire tab de 1 fois tab de 4, donc ça veut dire qu'on va prendre la case d'indice 1, on va la multiplier à la case d'indice 4, donc ces valeurs-là, donc 2 fois 8, 16, et on va stocker le résultat de cette valeur. Donc là, on ne modifie pas le tableau, évidemment, hein, c'est juste de la lecture. On stocke le résultat de cette petite opération arithmétique, issue de la lecture de notre tableau, dans la variable B. Donc B aura pris la valeur 16. Un point important, on ne peut pas augmenter la taille d'un tableau. Alors en fait, si on veut augmenter la taille d'un tableau, ce qu'on doit faire, c'est on doit déclarer un autre tableau plus grand, et on doit tout simplement recopier le contenu dans le nouveau tableau. Alors en particulier, il n'y a pas d'opération simple pour insérer une nouvelle case au début, au milieu, à la fin d'un tableau, fusionner deux tableaux, etc.
Alors en fait, ce sont quand même des opérations qu'on va être capable de faire nous. Alors ça sera probablement quand on aura vu le chapitre sur les pointeurs. Mais sachez que ça se fait pas directement, il n'y a pas des fonctions directement implémentées en C pour faire tout ça. Alors revenons sur notre exemple avec notre tableau de produits. Alors imaginons maintenant que l'on doive concevoir un logiciel de gestion pour 10 produits au lieu de 5. Hein, initialement on avait 5 produits. Alors pour ça, il nous faudra un tableau de taille 10 et puis il faut refaire tout notre programme en fonction de ce nouveau tableau. Alors le problème, c'est qu'il faudrait remplacer la valeur 5 par la valeur 10 à peu près partout dans notre programme. Enfin, aux endroits où en tout cas 5 désigne la taille du tableau. Donc c'est-à-dire qu'à la création du tableau, il faudrait remplacer 5 par 10. Sur toutes les boucles for qu'on a, il faudrait remplacer 5 par 10. Sur éventuellement les boucles while qu'on a, il faudrait remplacer 5 par 10, etc., etc. Ça serait évidemment extrêmement pénible. Heureusement, nous avons une solution pour pallier à ce problème. On va utiliser ce qu'on appelle une constante de préprocesseur que l'on va créer ainsi define espace n espace 5. Alors ça signifie que dans tout le programme, en fait, grand N va être remplacé par la valeur 5 tout simplement. Et on pourra donc écrire int tab grand N int i, bon ça c'est notre variable d'indice de boucle classique, et dans la boucle for i strictement inférieur à n. Alors là, souvenez-vous, je vous avais dit on peut pas créer des tableaux à taille dynamique, c'est-à-dire choisi par l'utilisateur. En fait, c'est pas du tout ce qu'on fait, hein. Là, c'est pas du tout ce qu'on fait avec les constantes de préprocesseur, il faut bien garder ça en tête. Quand on fait ça, en fait, à la compilation, GCC va remplacer grand N par 5. Donc on est bien en train d'inscrire une constante. Et le define, il va s'inscrire juste en dessous des include. Donc ça sera entre les include et entre le main pour nous pour l'instant. Donc maintenant qu'on a cette constante de préprocesseur, si on avait envie de passer notre nombre de produits à 10, il y aurait tout simplement à remplacer le 5 par 10. Donc la syntaxe générale, c'est define, le nom de la constante en majuscule, ça c'est une bonne pratique, suivi de sa valeur. Ok. Donc c'est ce qui est écrit ici, hein. Par convention, on utilisera des noms en majuscule pour les constantes de préprocesseur. Et je l'ai dit au slide précédent, le define doit être mis en haut du fichier, donc juste après les directives include. Alors revenons sur ce que j'avais dit. On ne peut pas déclarer de tableau de ce type-là, c'est-à-dire avec une variable dans les crochets où ça serait l'utilisateur qui choisit. Donc, je rappelle, hein, quand on écrit type non-tab entre crochets une constante issue d'un define, on n'est pas en train de faire un tableau qui utilise une variable. Ceci n'est pas une variable, ceci est une constante. C'est ce qui est indiqué dans le paragraphe. En fait, à la première étape de la lecture du code source par GCC, les constantes vont être remplacées par leur valeur. Et ensuite, du coup, GCC va compiler le programme comme si vous-même, vous aviez remplacé le nom de la constante par un nombre précis. Et donc les constantes de préprocesseur, en fait, elles servent à ça, hein. C'est-à-dire que dans l'étape de pré-processing de GCC pour la compilation de votre code source, il va regarder toutes les instructions de préprocesseur et puis les exécuter d'une certaine manière. Notamment, le include, en fait, ça va tout simplement copier-coller le contenu du fichier .h dans votre fichier source C. C'est vraiment un gros copier-coller. Alors, vous pourriez le faire, en fait, le, le include vous-même, hein. C'est-à-dire que si vous prenez votre fichier .h, vous faites un copier, vous le collez dans votre code source, ça aura exactement le même effet. Évidemment, on ne fait pas ça, on utilise une directive préprocesseur, parce que sinon on ferait des copier-coller d'énormes fichiers .h dans tous nos codes sources C, ça serait évidemment horrible. Donc même chose pour le define, hein. Ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer votre constante par la valeur que vous avez spécifiée. Alors faisons un petit point sur les étapes de la compilation. Donc vous avez votre code source à gauche là, hello.c, c'est vous qui l'avez écrit. Vous avez éventuellement des fichiers .h de la librairie standard, par exemple stdio. Vous faites de la compilation et ça vous donne un exécutable qui n'est pas vraiment lisible par un être humain, sauf si vous êtes néo dans la matrice, mais globalement, alors si vous ouvrez un exécutable, en fait, on peut le lire un tout petit peu, hein, quand même, mais évidemment, c'est pas
extrêmement clair. Alors là, le gros bloc de compilation, c'est vraiment au sens large. Là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Pour nous, il se passe des choses, mais on ne sait pas quoi. On appelle GCC, il fait des choses et il génère un exécutable. Alors regardons un petit peu plus en détail ces étapes de compilation. Alors on n'a plus un gros bloc simple, là maintenant c'est découpé en plusieurs sous-étapes. Alors vous avez le pré-processing, la première étape qui va transformer votre .c en un code source modifié qui est encore lisible par un être humain. En fait c'est ici que vos directives préprocesseurs vont être exécutées. Donc les dias include, on va faire des copier-coller. Et pour les dias define, en fait ça va vous permettre, comme on l'a énoncé juste avant, de remplacer les valeurs par ce que vous avez spécifié dans vos dias define pour les constantes. En fait, la véritable étape de compilation commence à peu près ici, où vous avez votre code source C qui va être transformé en code assembleur, donc qui est encore lisible par un être humain, bien que ce soit un peu technique. Vous avez ensuite une étape de génération de fichiers .o, ce qu'on appelle des object files, qui sont encore des fichiers qui demandent une dernière étape pour être transformés finalement en exécutable, euh, donc qui a priori n'est pas lisible par un être humain. Alors si on regarde un petit peu en détail en fait finalement ces fichiers binaires. Donc typiquement je vais générer le fichier binaire de inventaire produit. Donc si je regarde, c'est bien un fichier binaire et si je l'ouvre, et ben en fait évidemment c'est pas lisible. Alors en fait si on regarde un peu dans le détail, c'est un petit peu lisible quand même. Alors là ce que je vous montre c'est une parenthèse, hein. Vous pouvez quand même partir du principe qu'un fichier binaire n'est pas lisible par un être humain. Je vous montre ça, c'est parce que c'est un petit peu intéressant de manière générale hein, en informatique. Et si on regarde votre fichier binaire, bah en fait il y a quand même des choses qu'on peut lire là. Vous voyez, il y a des chaînes de caractères qu'on peut lire. Il se passe un certain nombre de choses. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'on est capable de lire ces chaînes de caractères. C'est un petit truc rigolo que je vous montre. Notamment, par exemple, vous pourriez remplacer le 5 par un 8 ici. Vous sauvegardez votre fichier binaire. Maintenant, vous relancez inventaire produit. Et ce qui s'affiche ici, c'est 8 à la place de 5. Bon, alors, évidemment, j'ai changé que ça, j'ai changé que la chaîne de caractères. Donc, tout le reste du tableau, là, c'est bien encore 5 cases dans le tableau. J'ai pas recompilé. Hein. Notez que j'ai pas recompilé. Juste changé l'affichage. Si maintenant, je rechange un tout petit peu le fichier binaire, ligne 4, et que je mets maintenant un 5 à la place du 8, comme c'était initialement, je ne recompile pas et je relance mon fichier binaire et ça m'affiche bien 5 produits. Alors évidemment, bon ça c'est une parenthèse, hein, c'est pour voir un petit peu, en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais pour nous on va quand même partir du principe qu'un fichier binaire, donc un exécutable, n'est pas lisible par un être humain. Donc si on redécoupe un peu plus les étapes de la compilation, ici vous avez donc la transformation toujours du point C au point I, et là vraiment vous avez de la compilation au sens large. Et ce qui se passe ici, là vous avez de la compilation plus assemblage, et là vous avez la liaison. Alors notamment, si vous avez un gros projet, ce qui vous arrivera, hein, vous allez découper en fait votre compilation, vos étapes de compilation d'une certaine manière qui va vous générer un certain nombre de fichiers .o qui vont être issus d'autres fichiers .c et .h que vous avez dans votre projet. Et à la fin, vous allez lier tous vos fichiers .o en un exécutable final. Typiquement, c'est au moment de la véritable compilation que les tableaux qui vont être déclarés avec une table variable, donc comme indiqué ici en bas, posent problème. Dans la première étape, qui n'est pas une véritable étape de compilation, on l'a vu, où on a juste les directives préprocesseurs qui sont exécutées, on va faire juste un chercher remplacer. Dans cette première étape de pré-traitement, là, si vous mettez une variable n ici entre crochets, c'est pas un problème, a priori. Par contre, c'est au moment de la compilation où GCC va pas être content, alors sauf sur les versions très récentes, mais en fait ça déguise un petit peu le phénomène qui se passe derrière. Donc pour nous, on va dire que c'est un problème. Là ici, vous avez 10, donc tout se passe bien, vous avez une constante, il connaît le nombre de cases qu'il doit allouer pour le tableau de tab. Alors que là, vous avez une variable n, et comme à la compilation, vous ne connaissez pas la valeur que aura cette variable n, c'est à l'exécution que vous allez le connaître, et ben il va vous générer une erreur, il va vous dire je ne peux pas créer un tableau de taille variable de n, puisque je ne connais pas encore la valeur qu'il y a dans n, tant que le programme n'est pas exécuté.
Avant de passer à la suite du cours, je vous propose un petit quiz. Donc voici un code source que je vous laisse découvrir par vous-même. Et la question est comment est rempli le tableau à la fin, donc juste avant le return 0, point virgule. Alors le tableau évidemment ça fait référence à ce tableau-là, tab. Alors vous avez plusieurs options, 1, 2, 3, 4. Je vous propose de mettre pause dès maintenant pour réfléchir et dans la vidéo nous allons passer à la correction. La bonne réponse était la 3. Alors pourquoi? Regardons. Donc la 3 ça veut dire que le tableau à la fin, juste avant le return 0, point virgule, donc une fois que cette instruction a été bien exécutée, le tableau est comme suit 1, 0, 0, 4, 0, 4. Alors pourquoi? Alors première étape, on crée un tableau de 6 cases grâce au dièse defined et on va initialiser la première case à 1 puis toutes les autres cases à 0. Alors déjà on a bien 6 cases sur toutes les réponses. Ok, la première case est à 1 puis toutes les autres à 0. Ensuite, la case d'indice 3, on va mettre la valeur 4. Alors 0, 1, 2, 3. On met la valeur 4. Ensuite, la case d'indice 5, on va mettre la somme de la case d'indice 1 plus 3. Donc la case d'indice 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Et ça va être la somme de tab 1 plus tab 3. Alors tab 1, c'est ça. Et tab 3, 0, 1, 2, 3, c'est ça. Donc ça va être la somme en fait de 0 plus 4 qui va nous donner 4. Ça va bien être ça. Nous allons voir maintenant comment passer un tableau comme argument à une fonction. Alors, on sait comment passer des paramètres à une fonction, donc des variables. Ça, on a très bien vu comment faire dans les chapitres précédents. En fait, on peut faire la même chose avec un tableau, c'est-à-dire que nous allons passer en paramètre d'une fonction un tableau. Alors ça va se faire avec la syntaxe suivante. Par exemple, pour afficher le tableau des prix pour notre inventaire produit, on va passer en paramètre de la fonction afficheTab un tableau suivi de sa taille. Alors la syntaxe pour passer un tableau en paramètre va être la suivante. Il faut donner le type du tableau, donc le nom du paramètre, là c'est bien un paramètre comme pour taille, c'est pas le nom du tableau en soi qui est ici du main, c'est bien le nom du paramètre. Et crochet ouvrant, crochet fermant avec rien au milieu pour indiquer que c'est un tableau. Et notre fonction maintenant afficheTab va être assez simple. Donc on a un indice de boucle, on va parcourir notre tableau, donc encore une fois boucle classique. Hein. On va parcourir notre tableau et on va afficher case par case ce qu'elle contient. Avec printf, donc case numéro %d contient %f, retour à la ligne. Donc le %d va être remplacé par i à chaque tour de boucle et à chaque tour de boucle le %f va être remplacé par tab de i. Pour indiquer qu'on passe un tableau en paramètre d'une fonction, il faut bien penser à rajouter les crochets à la fin du nom du paramètre pour indiquer que c'est un tableau. Donc la syntaxe générale, hein, c'est type de retour pour la fonction, le nom de la fonction, et pour le tableau, c'est le type des cases, le nom du tableau et les crochets. Alors il y a une autre syntaxe qui est possible, c'est de mettre une étoile entre type de case et nom du tableau. Vous avez un exemple ici, void affiche tab, float, étoile, tab et la taille du tableau. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, il faut absolument prendre l'habitude de passer la taille du tableau comme argument dès lors que l'on passe un tableau en paramètre d'une fonction. Un point technique très important, en fait une fonction peut modifier le contenu d'un tableau qui serait déclaré ailleurs, contrairement à une variable. Donc quand vous passez en paramètre une variable classique à une fonction, de l'intérieur de la fonction, on ne peut pas modifier la variable. Ok, ça se passe par copie, hein, on l'avait vu. Donc si vous appelez une fonction f avec un paramètre x, le x qui est dans le main, sa valeur va être recopiée dans le paramètre de la fonction. Et donc dans la fonction, dans l'exécution de la fonction, c'est juste on va manipuler uniquement le paramètre qui sera une copie par valeur de la variable x du main. C'est différent pour les tableaux. Pour les tableaux, quand vous passez en paramètre un tableau, en fait, depuis l'intérieur de la fonction, si vous modifiez votre tableau, vous allez pouvoir, vous allez même modifier le tableau que vous avez déclaré dans le main.
Alors ce qui est un comportement vraiment à l'opposé hein, des variables classiques. D'accord? En fait, l'argument qu'on passe quand on donne un tableau en paramètres, ça sert à savoir où est rangé dans la mémoire le tableau. Et la fonction, elle peut donc accéder directement aux cases mémoire associées au tableau pour lire ou modifier le contenu. Donc on reparlera de tout ça plus en détail dans le chapitre sur les pointeurs. Alors reprenons notre exemple inventaire produit pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Alors modifier le contenu d'un tableau, c'est un effet de bord. Par exemple, vous passez à la fonction modif produit deux arguments. Vous passez le tableau et la taille. En valeur de retour, vous n'avez rien. Et l'effet de bord que ça va produire, c'est chose suivante. Vous allez demander en console un numéro de produit, vous allez demander en console un nouveau prix, et vous allez modifier le tableau tab. Et la case portant le numéro de produit que vous avez spécifié reçoit comme valeur le nouveau prix. Et en fait, ce qui va se produire à partir de ça, c'est que le tableau que vous avez passé en paramètre depuis le main va être modifié à la suite de l'exécution de modif prix. Donc regardons en détail le code de modif prix. Donc vous avez les deux paramètres, le tableau, la taille. Vous avez la variable nouveau prix qui va récupérer du coup ses utilisateurs, le numéro du produit. On lui demande quel numéro de produit on veut modifier. Pour ça on fait un scanf. Quel est son nouveau prix? Pour ça on fait un scanf. Bon, on vérifie quand même que le numéro de produit demandé est correct, hein, que c'est bien compris entre 0 la première case du tableau et strictement inférieur à taille. Donc au plus dans la case taille -1. Donc si c'est OK, on va mettre à jour la case demandée par l'utilisateur avec le nouveau prix. Dans notre programme principal, donc dans notre main, ou ça serait potentiellement dans une autre fonction, peu importe. En tout cas, là où on a déclaré et initialisé tab prix. Donc regardons cette ligne, on déclare et on initialise tab prix, on dit que toutes les cases vont être à 0. Donc quand on appelle modif prix avec comme paramètre tab prix et grand N, ce qui va se passer, c'est que ça va lancer modif prix, donc du coup avec le paramètre tab qui en fait pointe vers le début du tableau tab prix, hein, donc c'est bien lui. Donc ce qu'on donne ici en fait, c'est ce qu'on appelle une adresse. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, ça sera sur le chapitre sur les pointeurs, mais on donne à modif prix finalement la première case du tableau tab prix. Où est-ce que c'est enregistré dans la mémoire? Et on lui donne aussi en second paramètre grand N qui vaudra 5 ici. Donc tout d'abord, l'utilisateur, on va lui demander quel est le numéro du produit à modifier. Donc ça c'est un effet de bord, on affiche dans la console. L'utilisateur va dire qu'il veut modifier le produit numéro 2. Donc la variable qui est locale à modif prix, qui s'appelle numéro produit, vaut maintenant 2. On demande maintenant à l'utilisateur donc quel est le nouveau prix pour le numéro du produit 2. L'utilisateur va indiquer que le nouveau prix est 7,25, donc 7.25 en notation américaine. Donc la variable nouveau prix, locale à modif prix, vaut maintenant 7.25. Et donc la case numéro 2, 0, 1, 2, vaut maintenant 7.25. Alors en fait, notez bien que ce qui s'est passé vraiment, c'est que le tableau tab prix issu du main a été modifié. Maintenant, lui, si on regarde et qu'on affiche tab après l'exécution de modif prix, tab prix va bien être modifié. Donc une fois que modif prix est terminé, on va passer à l'exécution de affiche tab. Et pareil, hein, affiche tab, c'est une fonction qui prend en paramètre un tableau et un entier, qui représentera sa taille. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle affiche tab? Le premier paramètre va pointer vers la première case du tableau tab prix, la taille c'est 5, et l'indice de boucle n'est pas encore initialisé. Et à l'exécution de affiche tab, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher 0, 0, 7.25, hein, ce qui est bien tab prix modifié, donc cette case a bien été modifiée, et 0, 0. Alors passons maintenant aux grands classiques que l'on retrouve dans ce cours, et donc du coup les grands classiques, ça veut dire que très certainement en examen il y aura des questions qui vont être très similaires à ça. Donc ça c'est vraiment à savoir. Le premier grand classique, c'est la somme d'un tableau. Donc vous avez un tableau de flottants et vous voulez faire la somme de toutes les cases du tableau.
pour ça, vous pouvez faire une fonction qui va retourner un flottant, donc qui s'appelle SumTab, qui va prendre en paramètre un tableau et sa taille. Vous initialisez la somme à 0, vous avez votre indice de boucle, vous faites votre boucle for très très classique pour nous maintenant, i égale 0, i strictement inférieur à taille, i++, et à chaque tour de boucle, vous rajoutez la valeur de tab i dans la somme. Vous faites somme, c'est égal à somme plus tab de i. Donc je rappelle que ça se lit de la droite vers la gauche. Vous faites d'abord somme plus tab de i, vous calculez ça et vous mettez ça dans somme. Vous mettez à jour somme. Et une fois que vous avez terminé votre boucle for, vous retournez la somme totale. Un autre grand classique, c'est trouver la valeur maximum dans un tableau. Donc en supposant que la taille d'un tableau soit strictement supérieure à 0 à chaque appel, sinon on a une erreur. Vous avez votre fonction maxTab, donc qui renvoie un flottant, la valeur maximum qu'on aura trouvé, le tableau et sa taille. Initialement, vous dites, je ne connais pas la valeur maximum potentielle de mon tableau, donc je vais dire que pour l'instant, la valeur potentielle maximum de mon tableau, ça va être la première case du tableau. Ensuite, vous avez votre indice de boucle. Là, la boucle est un tout petit peu différente. Vous commencez à i égale 1, puisque vous avez déjà traité la case 0. Vous allez de 1 jusqu'à taille moins 1 inclus, i++. Et à chaque tour de boucle, vous vérifiez maintenant, est-ce que la case en cours est strictement plus grande que la valeur que j'avais enregistrée dans max. Si c'est le cas, je mets à jour ma valeur maximum. Je termine ma boucle et à la fin, je vais retourner la valeur maximum du tableau. Un dernier grand classique pour nous, ça serait afficher le tableau. Alors, c'est un grand classique pour des raisons pédagogiques, aussi parce que je peux vous dire que, encore une fois, dans tout ce qui est TP noté et examen écrit, il y aura des questions qui vont être très similaires à ça, je peux vous l'assurer. Et même en plus pour vous, en TP, pour vous entraîner, afficher le contenu d'un tableau, c'est essentiel pour savoir ce qui se passe. Donc regardons cette fonction affiche tab, donc qui renvoie rien puisque c'est juste de l'affichage, qui prend en paramètre un tableau et sa taille. Voilà notre indice de boucle, notre boucle for standard. Et en fait, à chaque itération, on va tout simplement afficher le contenu de la case i. Alors comment on fait ça? On fait case numéro %d, contient %f retour à la ligne. %d va être remplacé par i et %f va être remplacé par tab de i. Avant de faire un dernier point sur les tableaux à deux dimensions, faisons un petit quiz. Alors vous avez un code source d'une fonction qui s'appelle mintab. On suppose que taille est strictement supérieure à 0 à chaque appel. Quelle proposition est vraie? La 1, la 2 ou la 3? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir et dans la vidéo, nous allons passer à la correction. Donc la bonne réponse était la 3. En fait, la fonction est incorrecte telle qu'elle. Alors pourquoi? Puisque notre boucle for, elle a i égale 1, i inférieur ou égal à taille, i++. Mais le i inférieur ou égal à taille est faux en fait. Dans le sens où un tableau, souvenez-vous, son premier indice, sa première case, ça commence à 0. Donc ça veut dire que les indices des cases du tableau, ça va de 0 à taille moins 1 inclus. Si on fait jusqu'à i égale taille, donc c'est ce qui va se passer avec cette boucle for, on va essayer d'accéder à la case numéro taille de mon tableau tab, et qui n'existe pas en fait, qui n'est pas contenu dans le tableau. Donc quand vous allez faire ça, vous allez avoir un bug dans votre programme tout simplement. Et qui plus est, remarquez que cette fonction, même si elle s'appelle mintab, en fait, si on avait corrigé la boucle for ici pour mettre un i strictement inférieur à taille, elle calcule le max et non pas le min. Alors regardons, avant de conclure ce chapitre, comment se présentent les tableaux à deux dimensions en C. Alors on peut faire des tableaux à deux dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions, n dimensions si on veut. Nous on va s'arrêter à deux dimensions en C pour ce module d'introduction à la programmation C. Alors exemple, vous voulez un tableau de notes entière pour simplifier, pour 5 étudiants et 3 matières. Donc ça serait en fait ce qu'on est en train de montrer comme exemple. Là, vous voulez simuler exactement la même chose que ce qu'on pourrait retrouver sur Excel ou LibreOffice Calc. Et ben, ça va se présenter comme ça. On va dire qu'on veut un tableau à deux dimensions de type entier qui s'appelle tabNote, qui va avoir 5 lignes et 3 colonnes. Donc c'est ligne-colonne. Vous avez les 5 lignes de 0 à 4 et les 3 colonnes de 0 à 2. On a plusieurs manières de faire pour initialiser le tableau lors de sa déclaration.
vous pouvez mettre double accolade 0 pour dire je veux tout à 0. Et on peut aussi donner le détail de toutes les valeurs par ligne. Donc vous faites accolade ouvrante, accolade fermante. Et pour chaque ligne du tableau, vous allez spécifier les valeurs. Donc la première ligne, ça sera 12, 10, 14, puis 16, 15, 12, 10, 20, etc. De manière analogue au tableau une dimension, pour accéder à chaque case, en fait, on va devoir maintenant préciser le numéro de ligne et le numéro de la colonne. Pour ça, ça va se faire du coup avec des doubles crochets. On va faire tab, crochet numéro ligne, crochet numéro colonne. Alors encore une fois, le numéro de ligne et le numéro de colonne commencent à 0, même pour les tableaux à deux dimensions en C. Donc par exemple, si on accède à la case 2, 1, c'est celle-ci, elle vaut 20. Et de la même manière, pour l'affectation, ça va marcher exactement pareil. Vous allez faire tab numéro ligne numéro colonne égale valeur, c'est ce qui va insérer la valeur au bon endroit. Par exemple, si vous faites tab note de 4,0, donc 4,0 ça va être ici égale 2, ça va remplacer la note de l'élève numéro 4 en matière 0, donc c'est bien cette case, par un 2 à la place du 19. Pour parcourir un tableau à deux dimensions, il va maintenant nous falloir deux boucles for. En fait, on va avoir une première boucle for pour itérer sur les lignes et une deuxième boucle for pour itérer sur les colonnes. C'est ce qu'on vous présente ici. Donc vous avez la première boucle for qui va de la ligne 0 à la ligne 4. Et vous avez la deuxième boucle for qui est à l'intérieur de la première. Et vous allez de la colonne 0 à la colonne 2. Et bon, vous avez une opération à l'intérieur de la deuxième boucle for pour modifier le tableau. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez donc itérer sur les lignes. Donc pour chaque ligne, pour la ligne 0, vous allez aller de la colonne 0 à 2. Ensuite, vous allez passer à la ligne 1. Vous allez aller de la colonne 0 à 2. Puis à la ligne 3, pour la ligne 3, vous allez aller de la colonne 0 à 2 et ainsi de suite. Donc vous allez vraiment lire votre tableau comme ceci. Pour passer un tableau 2D comme argument à une fonction, il faudra préciser le nombre de colonnes dans la deuxième paire de crochets. Donc par exemple, vous avez votre nombre de colonnes que vous avez défini grâce à une constante du préprocesseur. Et vous avez votre fonction affiche table 2D qui va avoir pour but évidemment d'afficher le contenu de votre tableau deux dimensions. La syntaxe va être la suivante. Pour le paramètre qui fera office en fait de tableau 2D, vous allez dire donc, que c'est un type entier, le nom du paramètre, crochet ouvrant fermant comme d'habitude, comme si c'était un tableau 1D, sauf que maintenant comme c'est un tableau 2D, il va falloir préciser le nombre de colonnes que ce tableau aura. Puis vous donnez en paramètre le nombre de lignes. Alors pas besoin de donner le nombre de colonnes en plus puisque de toute manière il est précisé ici, vous le connaissez à l'avance pour le coup. Et à l'intérieur du coup de votre fonction affiche table 2D, il vous faut deux indices de boucle et votre double boucle for qui va vous permettre de lire votre tableau. Comment sont stockés les tableaux 2D en mémoire? En fait, on peut voir ça comme des tableaux de tableaux pour les tableaux 2D. Pour les tableaux 3D, ça serait des tableaux de tableaux de tableaux, et ainsi de suite. En fait, les lignes sont stockées les unes à la suite des autres. Vous pouvez voir ça comme votre première ligne, enfin votre premier élément de votre tableau, c'est un tableau de 3 colonnes. Le deuxième élément de votre tableau, c'est un tableau de 3 colonnes, et ainsi de suite. Ce qui a pour effet, dans la mémoire, d'avoir un stockage qui ressemble à ça. Vous avez la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. Regardons ça avec un découpage un peu plus visuel. Donc ligne 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc les notions qui ont été abordées dans ce chapitre, déclaration d'un tableau, avec très important, la taille doit être une constante au moment de la compilation. On peut céder pour ça des constantes préprocesseur, le JSDefine. Initialisation et lecture des écritures dans un tableau, comment passer un tableau comme argument d'une fonction, avec très important, l'écriture dans les cases est un effet de bord, donc on va modifier le tableau depuis l'intérieur de la fonction. Nous avons vu les grands classiques, affichage, max et somme d'un tableau. Et pour finir, le fonctionnement des tableaux à deux dimensions.